propos amicaux qui me plongent en plus dans le passé, dans le temps. C'est terrible. Mais enfin, c'est un grand plaisir de me retrouver dans cette salle que je reconnais et dans ces lieux qui me sont chers. Je voudrais commencer par une citation significative d'une réponse assez récente, il y a 2 ans, qu'a faite l'écrivain français Michel Tournier à la question d'un jeune écolier. Michel Tournier, que vous connaissez, je pense, aime bien, et il a raison, rencontrer ses lecteurs, et en particulier ses jeunes lecteurs, et il fait de nombreuses tournées dans les écoles. Et un petit garçon lui a posé la question suivante, très intelligente. Qu'y a-t-il de vrai dans vos histoires? Et Michel Tournier a répondu ceci exactement. Je ne crois pas qu'il existe une question plus importante pour un romancier. Que répondre? Si je dis rien, j'ai tout inventé, je suis un menteur, un mythomane. Si je réponds tout, j'ai tout pris dans les livres d'histoire, dans les traités de zoologie, où est la création. Fin de citation. Michel Tournier exprime, je crois, parfaitement, en quelques mots, l'ambiguïté fondamentale du statut de la personne qui écrit des livres, du romancier, et de l'objet même de sa création, le livre. On sait, c'est une vérité de base, que les concepts d'écrivain, d'auteur, et à plus forte raison de romancier, sont très vagues et ne nous satisfont pas en général. Voilà pourquoi poser la question l'univers romanesque de Marguerite Yourcenar, c'est de façon implicite reconnaître qu'elle est créatrice de romans, d'un univers romanesque. Et c'est s'interroger rapidement sur la notion même de roman dans son œuvre. Partons, comme toujours, de quelques définitions de base de dictionnaire. Le Robert nous dit, de façon bien imprécise d'ailleurs, cela à propos de romanesque ou de roman. Œuvre d'imagination en prose assez longue qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels et fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. Ce n'est pas le lieu de discuter cette définition dans son détail. Disons plus simplement que le roman offre un récit en prose d'aventures présentées comme imaginaires. C'est-à-dire que cette analyse de la création de l'œuvre romanesque de Marguerite Yourcenar nous permettra d'aborder les rapports entre Yourcenar et le réel, la vie, l'histoire, ses personnages. 2 jugements, 2 critiques confirment, je pense, l'intérêt de cette interrogation, de cette mise au point. 2 jugements de critiques connus. D'abord Brenner, Jacques Brenner, dans son histoire excellente de la littérature française, il nous parle, je le cite, de Yourcenar, historienne et romancière. Voilà, bien avancé d'ailleurs. Tandis que Jacqueline Piatier, dans un des articles qu'elle a consacré à Marguerite Yourcenar au moment de son élection à l'Académie française en 1980, Jacqueline Piatier écrivait dans le journal Le Monde « Yourcenar, philosophe et poète de l'histoire. Comment la définir? Elle est historienne, poète, philosophe, plutôt que romancière. » Essayons d'écouter aussi, quand même, comme toujours, Marguerite Yourcenar elle-même, dans son avant-propos. Ici, je pourrais citer une seule phrase d'une lettre, la seule, hélas, que j'ai de Marguerite Yourcenar personnellement, dans laquelle elle disait
Je me détourne peu volontiers de l'écrasant travail en cours pour rédiger des notes, ni même pour répondre, je fais donc allusion à mon interrogation, ni même pour répondre à des questions dont la réponse est souvent le livre lui-même. Je crois une très belle phrase d'ailleurs. Les questions que vous me posez, la réponse est souvent le livre lui-même. Élégante façon d'ailleurs de dire qu'elle était fatiguée des questions qu'on lui posait. Enfin, écoutons-la donc, dans ses livres, et ou en tous les cas dans ses avant-propos, nombreux post-faces qui nous éclairent assez, et en particulier celle qu'elle a rédigée, enfin, celui qui a rédigé l'avant-propos à l'édition de la Pléiade, publiée en 1982, et dont le titre est Œuvre romanesque, justement, qui est le premier tome des œuvres romanesques, enfin le premier tome des œuvres de Yourcenar, intitulé Œuvre romanesque. Et dans cet avant-propos, elle dit elle-même, on trouvera dans ce volume ceux de mes ouvrages qui rentrent plus ou moins dans la catégorie du roman, de la nouvelle ou du conte, catégorie devenue si vaste de nos jours qu'elle échappe de plus en plus aux définitions. Dans cette phrase, il y a la concentration d'une grande tendance de Marguerite Yourcenar qui est le jeu, l'ambiguïté, la finesse. Dans ce plus ou moins, on peut mettre beaucoup de choses. En tous les cas, ce qu'elle signe et présente, c'est une série d'œuvres romanesques. Et elle nous dit d'ailleurs, à la fin de son avant-propos, de façon péremptoire et définitive, tous les ouvrages, les formules édition définitive ou version définitive qui figuraient sur certains de ces ouvrages ont disparu ici de leur page de titre, tout texte publié dans la Pléiade étant par définition un texte définitif. Encore deuxième façon de clore le débat, tout texte publié dans ce livre, dans cette édition, est considéré comme définitif. Ce n'est pas le texte qui nous intéresse ici, mais je retiens quand même que l'expression œuvre romanesque est également à considérer comme définitive et significative d'une certaine ambiguïté. Parce que dans un entretien publié également dans le supplément du livre, enfin le monde des livres du journal Le Monde, je n'ai aucun intérêt avec le journal Le Monde, mais je le cite parce qu'il se trouve qu'il a dit des choses intéressantes à ce moment-là. Dans le supplément des livres, donc du Monde, de décembre 1984, elle répond aussi à des questions d'un journaliste, d'une journaliste, et elle remet en cause cette affirmation péremptoire d'œuvres romanesques. Je la cite, je cite les questions et ses réponses, vous allez voir qu'elles sont intéressantes. Question de la collaboratrice du Monde en 1984. Ça ne change rien par rapport à 1987, date de sa mort, décembre 1987. Question. Vos derniers textes publiés sont des textes courts ou des poèmes. Êtes-vous en train d'en finir avec le romanesque? Réponse de Marguerite Yourcenar. Je ne fais pas de différence entre romanesque et poésie. Les textes du temps, ce grand sculpteur, d'un livre d'essais de Yourcenar, les textes du temps, ce grand sculpteur, sont des essais poétiques, pour la plupart assez longs, où domine le souci de l'exactitude. La question était, êtes-vous en train d'en finir avec le romanesque? Le journaliste, têtu comme tous les journalistes, repose sa question, il n'a pas trouvé de réponse, bien entendu, mais enfin, ce ne sont pas des romans, les textes du temps, ce grand sculpteur, mais enfin, ce ne sont pas des romans. Réponse de Yourcenar. Est-ce qu'on écrit des romans? Je n'ai pas l'impression d'en avoir jamais écrit. Ce qui en français est plus simple veut dire je ne crois pas avoir écrit de roman. Je n'ai pas l'impression d'en avoir jamais écrit. Voilà pourquoi cette curieuse conception de ces œuvres et de ces œuvres romanesques en particulier, elle intègre de façon très paradoxale son livre Feu, son texte, je préférais peut-être le terme de texte, beaucoup plus général, son texte Feu,
dans les œuvres romanesques. Et pourtant, Feu est considérée par elle-même, dans la préface, comme une série de récits entremêlés de pensées, encore que l'appellation de poème en prose eût également convenu. C'est elle-même qui le dit. L'appellation de poème en prose eût également convenu. Malgré cette affirmation d'un texte donc plutôt poétique, c'est une évidence, puisque Feu est une alternance de textes en prose et de textes en vers, forme poétique, malgré cela, elle intègre Feu elle-même, volontairement, et elle le signe, dans le volume des œuvres romanesques. Alors que, de façon encore plus paradoxale, elle exclut de ses œuvres romanesques les deux grands textes que sont Souvenirs pieux et Archives du Nord, qu'elle considère elle-même comme des chroniques familiales et partiellement autobiographiques. Et ces chroniques familiales et partiellement autobiographiques, encore une nuance, elle annonçait qu'elle les intégrerait dans un deuxième tome à paraître, consacré au théâtre, aux essais et à la poésie. Nous voilà donc dans une situation assez complexe, où nous avons dans le texte, dans le recueil des œuvres romanesques, des textes, présentation plutôt poétique, et on annonce dans le volume des textes poétiques, des essais et du théâtre, ce que l'on peut considérer plutôt comme des œuvres en prose et partiellement romanesques, Souvenirs pieux et Archives du Nord. Ce deuxième tome sortira, malgré la mort, la disparition de l'écrivain, puisque Yvan Brégnier, qui est le responsable de cette édition, a dit, après la mort de Yourcenar, qu'il était attelé, attaché à ce travail énorme, et il annonce même d'ailleurs la publication de Quoi l'éternité, qui était pratiquement terminée, et dont il est en train actuellement de mettre en place les derniers chapitres qui sont manuscrits seulement, et assez peu lisibles. Bien, voilà donc quelques aveux plus ou moins contradictoires entre des réponses à des journalistes, des indications, des affirmations dans des textes présentant ces œuvres. Voilà de quoi alimenter ce que j'appellerais la reconstitution, la tentative de reconstitution du processus de création romanesque chez Yourcenar. C'est une voie d'approche, entre autres, beaucoup d'autres bien sûr, pour essayer de répondre à ce jugement tout à fait pertinent de Jean d'Ormesson, qui disait à propos de Marguerite Yourcenar, dans son discours de réception à l'Académie française, « Madame, vous êtes une espèce de mystère extrêmement célèbre, une sorte d'obscurité lumineuse. » Très belle phrase de d'Ormesson. « Vous êtes, Madame, une sorte d'obscurité lumineuse. » Essayons d'entrer un petit peu dans ce labyrinthe, parfois obscur, évidemment, à propos de l'œuvre romanesque. Il semble qu'à la base, il y ait chez Marguerite Yourcenar, entre sa 18e et sa 23e, 24e année, c'est-à-dire, je le rappelle, entre 1921 et 1926, grosso modo, il semble qu'il y ait le projet d'une vaste entreprise romanesque, l'ébauche d'un roman très ambitieux, intitulé Remous. C'est elle-même qui le dit. Grand dessin, dit-elle, dont le résultat eût été un roman océan plutôt qu'un roman fleuve. Très belle expression d'ailleurs de la part de l'écrivain, roman océan plutôt que le cliché roman fleuve. Cette idée, elle le dit dans plusieurs textes, lui serait venue dès 1921, très jeune donc, adolescente, à la lecture de documents généalogiques sur la famille de son père. Et pendant 4 ans, elle écrit, à cette époque, plus de 500 pages pour finalement les détruire. C'est une des caractéristiques de Yourcenar, d'écrire, de détruire, de réutiliser ces textes,
inlassablement pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Ces 500 pages, elle les brûle, elle les détruit, et elle les réinjecte plus tard, dans un temps très espacé, dans d'autres textes, dans différentes œuvres, qui prendront des structures diverses, structure concise de la nouvelle, comme les 3 récits de la mort qui conduit l'attelage, en 1935, du roman, comme l'œuvre noire, en 1968, de l'autobiographie, comme Souvenir pieux, en 1974, ou Archives du Nord, en 1977. De façon extraordinairement logique, sous un apparent désordre, ou sous d'apparentes ruptures successives, le concept de remous, ébauché en 1921, se retrouve tout au long de l'œuvre de Yourcenar, et de son œuvre romanesque en particulier, et se retrouve même sous le titre générique en 1982 de Comme l'eau qui coule, 3 nouvelles issues des premiers textes de La mort conduit l'attelage. S'établit ainsi de la sorte une double chronologie significative de la lente gestation et de différents états d'écriture chez Yourcenar. Une chronologie de composition qui est souvent secrète chez tout écrivain, certains totalement secrètes, d'autres moins. Chez Yourcenar, moins, parce qu'elle a pris le soin de nous expliquer longuement les conditions de sa création, et on en profite, les critiques. Et la plus authentique, parce que c'est celle qui est inhérente à l'écrivain, et non dépendante de circonstances, d'anecdotes, que représente la deuxième chronologie, la chronologie de publication, qui est celle que l'on connaît, bien entendu, le plus, et publique, qui reflète seulement les dates, constat de notaire, enfin, les dates de sortie des ouvrages en librairie. Quand on compare la double chronologie de composition et de publication des œuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, on s'aperçoit qu'il y a des courbes, des mutations qui nous conduisent au centre même de la création, l'activité créatrice de Yourcenar. Par exemple, 1921, elle conçoit Remous, 500 pages, elle ne les publie jamais, ces pages. Elle publie seulement en 1935 La mort conduit l'attelage. De 1923 à 1926, puis plus tard en 1937, puis en 1948, elle ébauche, là aussi, par des textes qu'elle détruit sous des formes différentes, dialoguées, dramatiques, elle ébauche Mémoire d'Adrien. Elle publiera Mémoire d'Adrien en 1951, seulement. En 1925, elle écrit, nous dit-elle, en quelques semaines, au cours d'un séjour personnel à Naples, la première version d'Anna Soror, 1925. Elle publiera Anna Soror seulement en 1981. En 1927-28, elle compose à Lausanne le court récit d'Alexis ou le traité du 20 combats. Elle le publie en 1929. C'est son premier livre. En 1932, au cours de plusieurs séjours en Italie, elle écrit plusieurs formes de denier du rêve. Elle le publie, ce livre, en 1934. Elle le reprend sous une autre forme en 1959. En 1928, 32, 37, elle écrit diverses formes des Nouvelles orientales. Les Nouvelles orientales, elle les publie pour la première fois en 1938, puis elle les reprend en 1975. En 1938, elle écrit à Capri et à Sorrente Le coup de grâce. Elle le publie en 1939. En 1956, elle se met à l'ouvrage compliqué de l'œuvre noire. Elle publie l'œuvre noire en 1968. En 1969-71, elle se met à écrire ses souvenirs pieux. Elle les publie en 1974. En 1974, elle
se met à rédiger Archives du Nord, elle les publie en 77. En 78, elle présente Anasoror, définitivement, enfin elle l'écrit définitivement, et en 1982, elle publie Comme l'eau qui coule. Elle annonce depuis inlassablement la publication de son 3e tome du Labyrinthe du monde, Quoi l'éternité. Elle ne l'a pas publié de son vivant. Il sera publié de façon posthume. Ce qui veut dire, excusant de vous accabler de dates, mais enfin c'était nécessaire, ce qui veut dire que l'on peut remarquer que certains textes sont publiés dans un délai relativement rapide après leur composition. C'est le cas d'Alexis, traité du fin combat, de Feu, des Nouvelles orientales, du Coup de grâce, des Souvenirs pieux et d'Archives du Nord. D'autres nécessitent plusieurs versions différentes à des époques tout à fait séparées, avant la guerre, après la guerre, Europe, Amérique, comme Denier du rêve ou Anasoror. Certaines connaissent même une gestation lente, étalée dans le temps, comme Mémoire d'Adrien ou L'œuvre noire. Certaines, comme Quoi l'éternité, qui est le 3e volet de son autobiographie, ses mémoires familiales, suppose des années de travail, un refus de publication, une pudeur et un rejet de la publication après sa mort. Il se dégage donc de ce rythme de création une impression de lenteur, d'un travail laborieux qui repose quand même, pour ce qui est des œuvres romanesques, je ne parle pas du théâtre, de la poésie, qui repose essentiellement sur ce grand roman avorté de la 20e année, Romou, dont sont issues la plupart des œuvres romanesques principales de l'auteur, comme l'atteste un schéma que j'ai pu faire, je pourrais montrer, mais enfin, je vous le dis. Romou, 500 pages, détruite. Romou donne en 1935 La mort conduit l'attelage, que l'on lit peu maintenant, on trouve difficilement. La mort conduit l'attelage comprend 3 nouvelles, d'après Durer, qui donne en 1968 L'œuvre noire, d'après Rembrandt, seconde nouvelle, qui donne Comme l'eau qui coule, laquelle œuvre se décompose en 3, Anasoror, Un homme obscur, Une belle matinée. 3e nouvelle de La mort conduit l'attelage, d'après Gréco, 3 paires, qui donne en 1981 Anasoror. Et donc cette création romanesque par étapes successives et par tiroirs successifs qui se décomposent, se multiplient, depuis un grand livre en petit livre et en nouvelles même. Enfin, Romou, de façon séparée, marginale, donne Le labyrinthe du monde, l'ensemble Le labyrinthe du monde, qui comprend, jusqu'à aujourd'hui, Souvenirs pieux en 74, Archives du Nord en 77, et qui comprendra un jour, nous l'espérons tous, le 3e volet, Quoi l'éternité. Yourcenar apparaît ainsi comme une authentique romancière, à la précocité remarquable, puisqu'elle conçoit très jeune, dans les années de ses 20 ans, ses principales œuvres, avant même de connaître toute une série d'expériences vitales, affectives, humaines, d'amour, d'amitié, de relations, ou esthétiques, au cours de sa longue existence, bien connue maintenant, consacrée presque exclusivement à l'écriture, sauf quelques rares années où elle a dû enseigner très mal aux États-Unis pendant la guerre mondiale de 1940, où elle a dû enseigner pour vivre. Elle a consacré presque exclusivement son existence à l'écriture et à la découverte des cultures, des civilisations les plus lointaines, européennes, asiatiques, américaines, les plus exotiques, les plus orientales. Et avant même donc de vivre ces expériences qui vont nourrir son œuvre, bien entendu, elle avait quand même conçu les axes principaux de son œuvre et les 2 figures principales, centrales de son œuvre romanesque, l'empereur Adrien, personnage
historique, attesté, et Zénon, personnage fictif, mais profondément ancré dans la réalité de la Renaissance, dans l'œuvre noire. Par ailleurs, Yourcenar semble aussi une romancière à l'inspiration romanesque relativement bloquée depuis quelques années, depuis plusieurs années. On voit bien, à travers ces études de structure de sa création romanesque et de ses tableaux chronologiques, on voit bien que depuis 1964, les seuls textes à caractère imaginaire, essentiellement romanesques, qu'elle a publiés, écrits et publiés, sont deux nouvelles, Un homme obscur et Une belle matinée. Si l'on exclut, comme elle le fait elle-même, ses souvenirs familiaux, souvenirs pieux et Archives du Nord. D'ailleurs, dans ces souvenirs familiaux, là aussi, on trouve à l'intérieur même du texte des jugements sur le texte contradictoires, puisque dans Souvenirs pieux, elle nous dit à un moment l'historien poète et le romancier que j'ai essayé d'être. On retrouve là les mêmes ambiguïtés que dans les jugements des titres des articles de journaux que je citais au départ. L'historien poète et le romancier, ce qui en bonne critique universitaire fait beaucoup de choses pour définir un écrivain. L'historien, poète et romancier, que j'ai essayé d'être. Et dans Archives du Nord, elle dit quelque chose d'encore plus ambigu, conditionnel. Si ce que j'écris était un roman, j'imaginerais volontiers. Voilà, bien avancé d'ailleurs. Donc si on regarde bien cette œuvre romanesque, on s'aperçoit que depuis 1964, deux textes seulement, courts, très intéressants, certes, mais courts, Un homme obscur et Une belle matinée. Le reste, ce sont des essais, des traités, des traductions, des autobiographies comme Souvenirs pieux ou Archives du Nord, des commentaires à des livres de blues, de photographies de son ami américain, etc., mais pas de roman, à parler. C'est un jugement, non pas critique, mais objectif, d'un certain épuisement, peut-être, de la création romanesque dans les dernières années, les 20 dernières années même, de Marguerite Yourcenar. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Marguerite Yourcenar a été longtemps un écrivain qui cherchait sa voix, c'est-à-dire, comme tout écrivain, quand il cherche sa voix, il y a deux terrains de recherche, c'est son écriture, le type d'écriture qu'il va adopter, et, en deuxième lieu, la structure de ses romans, de ses œuvres. Ce qu'elle nous dit dans la postface de Anna Soror en 1981 est, à cet égard, très révélateur. Au moment de la première version de ce texte, elle avoue qu'elle l'écrivait rapidement, sans souci de composition ou de style. Elle compose ses pages, dit-elle, à Naples en 1925, et elle souligne à plusieurs reprises l'adéquation entre le lieu où elle se trouve, Naples, qui est le centre, le cadre de la nouvelle, Anna Soror, et le rôle primordial de l'imagination. Je la cite, « Jamais invention romanesque ne fut plus immédiatement inspirée par les lieux où on l'a placée. » Et un peu plus loin, elle se réfère, je la cite encore, à l'imagination du romancier. Ou encore, un peu plus loin, peut-être étais-je même plus apte qu'aujourd'hui, 1981, peut-être étais-je même plus apte qu'aujourd'hui à me dissoudre tout entière dans ces personnages que j'inventais ou croyais inventer. Donc, si elle reconnaît cette histoire de Anna Soror dans cette postface, dans d'autres textes, des sources littéraires évidentes, il s'agit d'une transgression, vous le savez, d'inceste entre un frère et une sœur, entre Anna et Miguel, donc des sources littéraires évidentes que l'on peut retrouver dans de nombreux textes de Byron, Chateaubriand, de Martin Dugas, etc. Si elle reconnaît ces sources littéraires, elle revendique quand même très haut le pouvoir d'invention, le pouvoir enivrant d'invention.
Et dès cette œuvre de jeunesse, parce que c'est une œuvre de jeunesse, Anna Soror finalement, en dépit de la publication tardive, elle établit des rapports privilégiés avec ses personnages, qui est, je crois, la caractéristique de toute grande œuvre romanesque. Comment ne pas penser, c'est banal, mais comment ne pas penser à Flaubert, par exemple, et ses relations avec Madame Bovary, quand on lit ces lignes sous la plume personnelle de Marguerite Yourcenar. J'ai goûté pour la première fois avec Anna Soror le suprême privilège du romancier, celui de se perdre tout entier dans ses personnages, ou de se laisser posséder par eux. Durant ces quelques semaines, et tout en continuant à faire les gestes et à assumer les rapports habituels de l'existence, j'ai vécu sans cesse à l'intérieur de ces deux corps et de ces deux âmes, me glissant d'Anna Soror, enfin d'Anna en Miguel et de Miguel en Anna, avec cette indifférence au sexe qui est, je crois, celle de tous les créateurs en présence de leur créature. Voilà, je crois, une phrase capitale pour bien comprendre l'œuvre romanesque de Marguerite Yourcenar. Le suprême privilège du romancier et l'indifférence au sexe, le glissant d'Anna en Miguel et de Miguel en Anna. Elle répond, comme elle le disait dans sa lettre, à notre interrogation, à une de nos interrogations. Elle considère que le romancier existe, qu'il a des privilèges, que son privilège essentiel, ce sont ses rapports avec des créatures inventées, représentées, et que ces rapports sont indifférents au sexe. Et là, elle répond à une des questions que l'on pose souvent, peut-être à juste titre, à propos de Yourcenar, ou à Yourcenar, qui l'agaçait beaucoup d'ailleurs. Pourquoi vos principaux héros sont des hommes? Zénon, Adrien, son père, et Alexis. Y a-t-il une prédilection pour les hommes chez Yourcenar? Pourquoi n'y a-t-il pas de grands héros féminins dans son œuvre? Y a-t-il une possible homosexualité de Marguerite Yourcenar dans ce privilège accordé aux hommes de la part d'une femme? Elle répond, je crois, à ces questions agaçantes en disant qu'elle est indifférente au sexe dans ses rapports avec les personnages, dans ses rapports avec les êtres en général. Pour elle, le romancier est une sorte de Pygmalion, envahi par la créature qu'il invente, qu'il façonne, qu'il crée, qu'il présente à ses lecteurs, car Marguerite Yourcenar a un grand respect du lecteur et une volonté systématique de publier ses œuvres malgré la destruction provisoire partielle de ses textes. Il y a donc chez elle la conception qui dépasse largement l'étroite question de homme, femme, sexe masculin, sexe féminin, homosexualité, etc. Il y a chez elle la volonté de représenter des créatures. Et voilà qui explique les relations ambiguës qu'elle établit avec ses créatures, avec ses héros et avec ses personnages. Avec Adrien ou Zénon, ce frère, dit-elle, qu'elle a porté comme un fardeau pendant 20 ans. C'est un frère, ce personnage. Ou Adrien, qu'elle a travaillé pendant 20 ans, plus de 20 ans, qu'elle a abandonné puis repris. Ou avec ses parents, son père, sa mère, qu'elle essaye de capter de l'intérieur en se glissant en eux, en s'identifiant à eux. Son père, c'est facile puisqu'elle l'a connu pendant 20 ans. Sa mère, c'est remarquable puisque, comme vous le savez, sa mère a disparu quelques mois après la naissance de la petite Marguerite.
Donc l'enfant, l'adolescent et l'adulte n'ont jamais connu la mère. Et pourtant, dans Souvenir pieux, elle arrive à recréer parfaitement et profondément la vie sensible de sa mère. Elle ne raconte pas ses souvenirs personnels à elle par rapport à sa mère, mais elle raconte la mère, sa mère, la vie de cette femme. Et elle s'identifie à elle. Donc son attitude serait une attitude de romancière, de façon constante, qu'il s'agisse de personnages historiques, comme Adrien, qu'elle traite comme un personnage de roman, bien que authentique, et bien que les études qui ont été faites le montrent, et Dieu sait s'il y a eu des historiens du monde antique qui ont cherché dans le livre les failles, les erreurs d'érudition, il y en a peu. Donc Adrien, tout en étant un personnage authentique, chaque phrase repose sur des fiches d'histoire, et quand même, c'est pour cela qu'il plaît au lecteur d'ailleurs, un personnage romanesque, ou des personnages fictifs, comme Zénon, le héros de l'œuvre noire, dont on devient ami quand on lit l'œuvre noire, dont on partage le destin et dont la mort nous émeut à la fin. Ou son père. Il semble, en définitive, de façon très significative, que le personnage avec lequel la romancière a le plus de difficultés pour créer une œuvre romanesque et pour atteindre cette osmose, cette identification nécessaire pour créer une œuvre romanesque, est le sien, propre, elle-même. Voilà pourquoi elle a remis si longtemps l'écriture, la mise en forme et la publication de Quoi l'éternité, qui est dans le volet du Labyrinthe du monde, le livre qui, en principe, doit traiter de la vie, de l'enfance, de la formation, de l'évolution de Marguerite Yourcenar. Elle n'a que quelques mois à la fin de Archives du Nord. Le personnage, le sien propre, donc, non pas par pudeur ou méconnaissance de soi, qui serait tout à fait impertinent par rapport à Marguerite Yourcenar, mais par rapport à une difficulté à établir des relations avec soi-même. C'est-à-dire qu'elle a pu plus facilement écrire des romans sur les autres que sur elle-même. D'où cette lenteur à écrire et publier Quoi l'éternité. En revanche, la structure et le style même de ces textes imaginaires ou romanesques ont connu des changements importants. Certes, le lecteur des livres publiés ne peut que deviner ces évolutions à travers les livres, mais ils n'en sont pas moins essentiels si l'on suit Yourcenar dans ses commentaires, encore une fois. Il semble qu'il y ait chez elle la volonté, très vite, de condenser, de concentrer en des récits courts, ce qui n'était au départ qu'une ébauche irréalisable, d'où sa destruction. Voilà pourquoi elle passe, je reprends sa métaphore, elle passe de l'océan que représentait Romou au fleuve que fut la mort conduit l'attelage, jusqu'aux, disons, les rivières que sont les nouvelles, Alexis, Anasoror. Une belle matinée de l'homme obscur. Yourcenar adopte la structure du récit à la première personne, la confession, souvent artificielle d'ailleurs, dans sa technique, une lettre, comme dans Alexis, une lettre qui dure 200 pages, c'est forcément artificielle. Ou dans Mémoire d'Adrien, qui est également, on l'oublie trop souvent, une lettre. Lettre dans lesquelles un homme raconte, analyse son drame et dresse le bilan lucide de son existence, une introspection tout à fait classique, avec ce qu'elle a appelé elle-même l'écriture janséniste. Et les sentiments qu'elle véhicule dans ces textes romanesques sont des tourments de l'âme, du corps, l'angoisse physique de la mort, les égarements les plus damnés, les plus condamnés.
par la société ou la morale. Ce sera la caractéristique des nouvelles orientales, du coup de grâce, d'Alexis, de Coloquien. On peut dire que dans cette phase de sa création, cette forme de création romanesque, Yourcenar excelle dans la nouvelle, qui lui offre un cadre dramatique qui correspond, je crois, parfaitement à la concentration d'histoires qu'elle raconte, qu'elle invente, qu'elle transcrit. Soit en partant de légendes, soit en partant d'histoire, soit en partant de la vie personnelle. Voilà pourquoi peut-être, à mon sens en tous les cas, Yourcenar n'est pas un bon auteur dramatique. Le théâtre de Yourcenar est peu lu, peu apprécié, très peu représenté. Elle en souffrait d'ailleurs, mais nous n'avons pas idéalisé. Et le théâtre de Marguerite Yourcenar est un théâtre assez artificiel, assez difficile à lire ou à jouer. Parce qu'elle est toujours, même dans ses œuvres romanesques, tentée par l'artifice, par la préciosité, par la rigueur, la raideur. D'ailleurs, elle renie certains textes. Elle renie au point d'en interdire la publication dans ses œuvres. Elle renie, par exemple, le roman publié en 1931, La Nouvelle Eurydice, qu'elle juge artificielle, médiocre. Des faits réels avaient inspiré ce roman, mais une sorte de conformisme naïf aux règles du jeu littéraire les avait fâcheusement déformés. Voilà. Elle-même qui liquide une de ses œuvres, au sens propre du terme, puisqu'elle a interdit la publication. Elle reconnaît qu'en 1932, elle s'est adonnée à des recherches de techniques poétiques dissimulées dans la prose et crispant, parfois celle-ci. Elle dit à propos de Donner du rêve, c'est un roman bref, complexe, mais qui souffre d'un excessif maniérisme stylistique et d'une caractérisation trop hâtive. Voilà pourquoi elle reprend ce texte. Au-delà de ces jugements critiques par l'auteur lui-même, je crois qu'il convient d'analyser plutôt les textes où elle reconnaît les difficultés d'écriture de romancière dans son travail créateur. Parce que là, c'est quelque chose que l'on devine mal quand on lit Yourcenar, quand on entend parler dans les entretiens radio et télévisés. La recherche difficile du point de vue du livre, de l'écriture du livre, le désespoir qu'elle a souvent vécu en écrivant ces livres. Elle nous dit qu'elle a composé certains textes dans le feu de l'inspiration, dans des nuits de veille passionnée. Le roman dévore aujourd'hui toutes les formes, dit-elle. On est à peu près forcé d'en passer par lui. Cette étude sur la destinée d'un homme qui s'est nommé Adrien eût été une tragédie au XVIIe siècle, c'eût été un essai à l'époque de la Renaissance, c'est un roman. Maintenant. Il y a chez Yourcenar, comme je le disais tout à l'heure, la conviction hautaine et hautement proclamée que écrire des romans est un luxe et un privilège. Dans cette perspective, sa démarche est incompatible avec la stricte érudition la plus savante. L'empereur Adrien devient chez elle un extraordinaire personnage de roman, et l'on peut s'interroger sur les raisons de son succès en France d'abord, puis en Espagne, tardif en Espagne d'ailleurs, puisque la traduction de Cortázar date de 52 ou 53, si mes souvenirs sont exacts, et le succès public commercial de Mémoire d'Adrien date des années 80 en Espagne. Il serait bon de s'interroger sur les raisons de ce succès, dont les principales sont, à mon avis, la réflexion sur le pouvoir et sur la paix et la guerre, qui a peut-être touché fondamentalement le public espagnol de la transition démocratique, et la réflexion sur l'histoire. En France, le livre a touché beaucoup plus par ses réflexions sur la mort, sur le corps, sur la maladie, l'amour. Zénon, par ailleurs, lui, de son côté, cristallise
en lui diverses figures réelles. Alors, comme le souhaite Michel Tournier dans sa réponse à ce jeune écolier français, on peut dire que Marguerite Yourcenar est à la fois mythomane, au sens premier du terme, bien sûr, c'est-à-dire par sa capacité d'imagination, d'invention, et historienne par sa connaissance singulière du passé. C'est peut-être pour cette raison que le texte narratif sera, je crois, l'expression que j'adopterai finalement, le texte narratif, qu'il soit roman historique ou récit à la française, nouvelle, ou mémoire apocryphe ou imaginaire. Le texte narratif correspond mieux à ses qualités de créateur que le texte poétique ou théâtral, dont les situations, les structures conventionnelles font ressortir certains défauts de l'écrivain. Alors, romancière de l'histoire, historienne de la vie, peu importe, ce qui compte, je crois, ce que l'on découvre quand on analyse, on décortique l'œuvre romanesque de Yourcenar, ce qui compte, c'est qu'il y a toujours, tout le temps, un écrivain exigeant, rigoureux, beaucoup plus fragile qu'on ne le croit, ou qui ne le laisse paraître, qui n'atteint la plénitude que par un lent et laborieux et douloureux dépassement de soi, dans une ascèse, au sens propre du terme aussi, purificatrice. Et je voudrais, pour illustrer et terminer cet exposé, avant de permettre des questions, si cela est possible, je ne sais pas, débat très posé, je voudrais quand même, avant, terminer par ce que je crois le plus essentiel, la réponse à vos interrogations et toujours le livre lui-même. Vous lire quelques lignes de quelques textes de Marguerite Yourcenar pour bien montrer les différents états d'écriture dans son œuvre romanesque qui est tout à fait différente de ce que l'on considère d'habitude le roman. Quelques lignes d'Alexis, d'Adrien et de Un homme obscur. Dans Alexis, œuvre de jeunesse, voici ce que le héros dit à Monique, la personne à laquelle il s'adresse, et en analysant ses relations avec les mains et les pianistes, le héros. Et ce fut à ce moment que mes mains m'apparurent. Mes mains reposaient sur les touches, deux mains nues, sans bague, sans anneau, et c'était comme si j'avais sous les yeux mon âme deux fois vivante. Mes mains, j'en puis parler puisque ce sont mes seuls amis, me semblaient tout à coup extraordinairement sensitives, même immobiles. Elles paraissaient effleurer le silence comme pour l'inciter à se révéler en accord. Elles reposaient, encore un peu tremblantes du rythme, et il y avait en elles tous les gestes futurs, comme tous les sons possibles dormaient dans ce clavier. Elles avaient noué autour des corps la brève joie des étreintes. Elles avaient palpé sur les claviers sonores la forme des notes invisibles. Elles avaient, dans les ténèbres, enfermé d'une caresse le contour des corps endormis. Souvent, je les avais tenues levées dans l'attitude de la prière. Souvent, je les avais unies aux vôtres, mais de tout cela, elles ne se souvenaient plus. C'étaient des mains anonymes, les mains d'un musicien. Elles étaient mon intermédiaire par la musique, avec cet infini que nous sommes tentés d'appeler Dieu, et par les caresses, mon moyen de contact avec la vie des autres. Dans Mémoire d'Adrien, deuxième exemple d'écriture romanesque, entre guillemets, dans la fin du livre, dans le chapitre Patientia, page connue, où il analyse la mort qui le gagne. Ma patience porte ses fruits. Je souffre moins. La vie redevient presque douce. Je ne me querelle plus avec les médecins. Leurs sots remèdes m'ont tué. Mais leur présomption, leur pédantisme hypocrite est notre œuvre. Ils mentiraient moins si nous n'avions pas si peur de souffrir. La force me manque pour les accès de colère d'autrefois. Je sais de source certaine que Platorius Népos, que j'ai beaucoup aimé,
a abusé de ma confiance. Je n'ai pas essayé de le confondre. Je n'ai pas puni. L'avenir du monde ne m'inquiète plus. Je ne m'efforce plus de calculer avec angoisse la durée plus ou moins longue de la paix romaine. Je laisse faire aux dieux. Ce n'est pas que j'ai acquis plus de confiance en leur justice, qui n'est pas la nôtre, ou plus de foi en la sagesse de l'homme. Le contraire est vrai. La vie est atroce. Nous savons cela. Mais précisément parce que j'attends peu de choses de la condition humaine, les périodes de bonheur, les progrès partiels, les efforts de recommencement et de continuité me semblent autant de prodiges qui compensent presque l'immense masse des maux, des échecs, de l'incurie et de l'erreur. Les catastrophes et les ruines viendront. Le désordre triomphera, mais de temps en temps l'ordre aussi. La paix s'installera de nouveau entre deux périodes de guerre. Les mots de liberté, d'humanité, de justice retrouveront ça et là le sens que nous avons tenté de leur donner. Nos livres ne périront pas tous. On réparera nos statues brisées. D'autres coupoles et d'autres frontons naîtront de nos frontons et de nos coupoles. Quelques hommes penseront, travailleront et sentiront comme nous. J'ose compter sur ces continuateurs placés à intervalles irréguliers le long des siècles, sur cette intermittente immortalité. Si les barbares s'emparent jamais de l'empire du monde, ils seront forcés d'adopter certaines de nos méthodes. Ils finiront par nous ressembler. Voilà quelques phrases. L'on devrait lire un certain nombre de personnages aujourd'hui encore. Je voudrais terminer par un texte qui est beaucoup moins connu, qui est un homme obscur. Il est un petit peu long, il fait 15 lignes, mais je lirai pour finir cet exposé. C'est dans un homme obscur, la fin du livre. Léon Belmonte, le philosophe, explique à Nathanaël qui agonise. Après avoir, selon les uns, homologué l'univers, selon les autres, prouvé Dieu, ou au contraire, son inutilité, ces gens foutres sont à renvoyer dos à dos, me revoilà le cul sur la terre nue, avec au-dessus de ma tête mes syllogismes parfaits et mes démonstrations incontroversibles, perché trop haut pour que je puisse d'un coup de rein essayer d'y prendre appui. La logique et l'algèbre ayant accompli leur chef-d'œuvre, il ne me reste plus qu'à ramasser dans le creux de la main une poignée de cette terre sur laquelle je me traîne depuis que je suis fait, et dont je suis fait, et dont vous êtes fait, et dont la moindre motte est plus compliquée que toutes mes formulations. J'ai pensé recourir à la physiologie, à la chimie, à toutes les sciences du dedans des choses, mais dans la première, j'ai trouvé des abîmes et des contradictions cachées, comme dans nos corps, sur lesquels d'ailleurs la physiologie sait peu de choses. Dans la seconde, j'en revenais aux généralisations et aux chiffres. S'il y avait quelque part un axe, comme un mât de cocagne sur lequel on pourrait grimper vers ce que ces gens-là supposent être en haut, mais je n'en vois pas d'autre que la colonne vertébrale, laquelle, comme on sait, forme une courbe. Ou bien trouver un trou par lequel descendre vers je ne sais quels antipodes divins. Encore faudrait-il que cet axe, ou ce trou, fût au centre, fût un centre. Mais du moment que le monde est une sphère dont le centre est partout, comme l'affirment les habiles, bien que je ne vois point pourquoi il ne pourrait pas être aussi bien un polyèdre irrégulier, il suffirait de creuser n'importe où pour amener Dieu, comme au bord de la mer, on amène l'eau quand on creuse le sable. Creuser des doigts, des dents et du groin dans cette profondeur qui est Dieu. Car le secret, c'est que je creuse en moi, puisqu'en ce moment, je suis au centre. Ma toux, cette boule d'eau et de boue qui monte et descend dans ma poitrine et m'étouffe, mon dévoiement d'entrailles, nous sommes au centre. Ce crachat qui roule en moi, strié de sang, ces boyaux qui me tourmentent, comme ne me tourmenteront jamais ceux d'un autre, et qui pourtant sont la même chair que les siens, le même rien, le même tout. Et cette peur de mourir,
quand je sens néanmoins la vie battre avec passion jusqu'à la pointe de mon gros orteil, quand il suffit d'une bouffée d'air frais venant de la fenêtre pour me gonfler de joie comme une outre. Voilà, je vous remercie de votre très aimable attention. Je peux peut-être passer un dialogue plutôt qu'un débat, pas un débat, un dialogue. Excusez-moi, je suis aveuglé par ces barbares machines, utiles, certes. Et je clignote des yeux comme Léo Ferré la semaine prochaine. Il est pas peur, hein. On n'est pas en cours, donc on peut parler. Bien, si personne ne veut poser des questions, nous vous remercions énormément de vos exposés, M. Castellani. Voilà, puis j'espère que vous lirez, vous avez lu, j'espère que ça vous donnera envie de lire, en particulier comme L'eau qui coule, peut-être, sur lequel j'ai insisté un peu, et de lire les œuvres romanesques, et je crois de vous interroger dans la suite des travaux, des cours, sur les concepts de romans, d'autobiographie, qui sont très étudiés en ce moment en France, le pacte autobiographique, et de relier ça à l'œuvre de Marguerite Yourcenar, qui présente, je crois, un très bon terrain d'analyse pour l'analyse théorique enfin, de ces concepts de romans, d'autobiographie qui sont très subtils et qui sont une bonne approche de Marguerite Yourcenar. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur ce centre de recherche concernant Marguerite Yourcenar À Tours. Oui, à l'université de Tours, je vous remercie de me faire penser à cela. À l'université de Tours, nous avons, il y a 3 ans maintenant, organisé le premier colloque français sur Marguerite Yourcenar. Le premier colloque de travail sur Marguerite Yourcenar a été organisé en Espagne, il faut le dire, à l'université de Valence, par un camarade du département de français de Valence, Elena Real, qui en est la responsable, ont organisé, il y a 3 ans, à l'université de Valence, le premier colloque d'études universitaires sur Marguerite Yourcenar. Il y a eu toute une série de communications, et le texte d'ailleurs se trouve en vente à l'université de Valence. J'avais présenté pour ma part une communication sur Eros et Thanatos, c'était peut-être un peu plus coquin qu'aujourd'hui. Il y a eu ensuite un deuxième colloque à l'université de Tours, puis un troisième à l'université de Pavie en Italie, et l'an dernier un autre colloque à l'université de Valence. Et enfin, pour parler du futur, nous organisons à l'université de Tours en novembre prochain, je ça intéresserait au moins d'être au courant, un colloque sur l'art et Marguerite Yourcenar, qui présentera une trentaine au moins de communications sur l'art chez Marguerite Yourcenar, ça vous intéresse beaucoup, monsieur. Et donc, comme nous essayons de développer dans le grand vide des études sur Yourcenar en France, nous avons créé avec des collègues de l'université de Tours et d'ailleurs une société des amis de Marguerite Yourcenar qui publie un bulletin dont je laisserai un exemplaire d'ailleurs au département de français, Société internationale d'études yourcenariennes, dont le premier bulletin vient de sortir, c'est tout frais. Et là, vous avez, je dis ça aux étudiants, aux enseignants, vous avez la biographie différente de ce qu'il y a dans la Pléiade, sur les textes de critique universitaire sur Marguerite Yourcenar, classés par œuvre et par date. Donc là, c'est une biographie tout à fait originale par rapport à l'excellente biographie, mais provisoire et dépassée déjà, de l'édition de la Pléiade. Vous avez également l'article d'un collègue sur Mémoire d'Adrien, Maîtrise du monde et maîtrise de soi, et vous avez le nom de la plupart, je dirais, des universitaires qui, dans le monde,
s'occupe de Marguerite Yourcenar. Donc pour ceux qui voudraient travailler, faire des mémoires, des cinéastes, des travaux de doctorat sur Marguerite Yourcenar, vous avez là la biographie, les noms, les adresses des gens qui, en Europe, aux États-Unis, en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, au Canada, enfin, Pologne, un peu partout. Et je crois que la variété des gens qui travaillent sur Yourcenar est tout à fait le reflet de la variété de l'œuvre de Yourcenar et la marginalisation de l'œuvre. Yourcenar n'est pas, Dieu merci, annexé par un groupe de recherche, un clan d'un pays. Elle est étudiée de façon très libre dans plusieurs pays très divers. Ça va des États-Unis à la Pologne, l'Italie, et la France n'est peut-être pas le pays où on étudie le plus. L'Espagne est le pays où on étudie peut-être le plus, avec les États-Unis, l'œuvre de Marguerite Yourcenar, et je m'en félicite, en tant que Français et Espagnol, enfin, ami d'Espagne. Donc là, vous avez, je crois, vous aurez des documents de travaux, de travail. J'en laisserai de façon aimable au département français de Saragosse un exemplaire, et vous pourrez suivre comme ça dans d'autres bulletins. On en sortira un autre à la fin de l'année, j'espère, si Dieu veut, le reflet des travaux scientifiques sur Marguerite Yourcenar. Voilà, je vous remercie. Me permito recordaros, por encargo de Michel Becquois, director del Instituto Francés, a los estudiantes y a todo el que esté interesado, que mañana en el Teatro del Mercado hay una representación de Yves Roy y que el día 9 hay un recital de Léo Ferré en el Teatro Principal. Allez-y.